Je suis une représentante de la nation, donc je vais accompagner les femmes, je vais les aider. Aujourd'hui, la femme ne reste pas à la maison à attendre son homme. Alors ce qu'on demande à une femme ici, c'est juste de ne pas trop s'exposer, de respecter sa dignité et puis de faire en sorte que la culture comorienne qui est faite de respect et de bienséance, comme on dit, soit respectée, c'est tout. Il a appuyé les projets qui étaient déjà là, mais il a aussi appuyé la direction du genre à mettre en place d'autres projets pour d'autres associations féminines. La montagne, qui a une très très belle histoire. Les femmes qui voulaient être attaquées par les Malgaches se sont lancées et se sont tuées sur la falaise pour ne pas être, voilà, plutôt que d'être violées. C'est pour vous dire que les femmes ici sont très courageuses. Mrongo he isimu ya he mzazi waishe si washangazi je apari ya mroma hangu. Si vous étiez très riche, vous seriez toujours ici? Si vous avez beaucoup d'argent, vous allez rester ici? Non. Vous allez où? C'est un bon signe pour le genre, c'est un bon signe pour que les femmes se disent que voilà, ils peuvent eux aussi bien prendre les places. Excellence, Monsieur le Gouverneur, merci de nous accorder cet entretien. Voici quelques jours que nous sommes ici aux Comores, à la grande île des Comores, Ngadja, à la rencontre des populations féminines notamment. Mais merci de revenir sur un certain nombre de points pour apporter à nos téléspectateurs des éclaircissements. Si vous le voulez bien, commençons par les moyens humains. Comment êtes-vous organisé? D'autant que nous avons par ailleurs relevé l'implication des femmes à tous les échelons de l'administration. Je vous laisse vous exprimer sur ce point. Merci, parce que là, vous avez touché aussi le côté femme. Et je dois tout d'abord saluer deux grandes villes historiques de l'île de Ngazidja. Je voudrais parler de la ville de Fumbouni et aussi de la ville d'Ikoni. Parce que je m'en souviens quand lorsqu'on mettait en place les délégations spéciales, ce que nous avons fait, nous avons mis à la tête de ces deux grandes communes, la commune du Tsahili, dirigée par Fumbouni, la commune de Bambao, par Ikoni, aussi des femmes. Et là, ça a été une première. Ça a été une première. Donc, je rends vraiment un grand merci à ces villages-là. Mais qu'est-ce que nous avons eu comme résultat? C'est que après, aujourd'hui, nous avons deux maires femmes élues, l'une d'Ikoni, l'autre de Mitsamihuli, mais aussi une députée, parce que nous avons Madame Wadjira qui est élue. D'ailleurs, je veux vous dire que c'est la personne, le député qui a été élu au plus haut niveau, plus de 64%. Donc, il est élu député de sa région. Donc, déjà, c'est un bon signe pour le genre, c'est un bon signe pour que les femmes se disent que voilà, ils peuvent eux aussi bien prendre les places. En tout cas, nous espérons qu'ensemble, nous allons continuer ce schéma. Ici, chez nous, les femmes, sans se rendre compte, elles font beaucoup de politique. Peut-être primaire, mais elles font beaucoup de politique. Ici, toutes les femmes, presque toutes les femmes, ont un métier. Elles ne restent pas à la maison. Ça, c'est de la politique. Elles ne restent pas à la maison, elles se débrouillent. Les femmes, il y en a qui vendent au marché, il y en a qui vendent des jus, il y en a qui cousent, il y en a qui enseignent, il y en a toutes sortes de métiers. Aujourd'hui, la femme ne reste pas à la maison à attendre son homme comme avant. La femme aujourd'hui, il y en a même qui vendent des galettes, il y en a qui vendent des samboussas, il y a plein de trucs. Donc les femmes ne sont pas... Ce sont des femmes actives. Elles sont actives. Donc qu'on ait des femmes aux sphères administratives ou politiques, c'est un état normal des choses pour moi. Je trouve que... Mais ce qui me décourage un peu, c'est qu'on en voit une de temps en temps. Au niveau des moyens, plus particulièrement autres, des moyens humains, en tout cas je parle des femmes, mais aussi les hommes aussi, comme je l'ai dit, nous engageons des formations un peu partout.
En tout cas, les cadres sont là. Actuellement, nous attendons aussi une mission dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, de l'École nationale d'administration d'Abidjan, qui viendra aussi pour essayer de former, d'encadrer plus particulièrement les prochains cadres de l'administration locale. À l'Assemblée, je pense que ma voix est attendue. Hein. C'est, bon, à l'Assemblée et même au niveau de tout le pays, je pense que la femme a sa place. Hein. C'est pas, bon, je sais qu'on est en train de décoller, c'est pas vraiment comme les autres pays, parce qu'une femme à l'Assemblée, c'est très minime. Hein. Ouais. Mais on va faire en sorte que la population, que les autorités acceptent notre présence dans les instances de prise de décision. Donc on va faire entendre nos voix et je sais pas, mais on ne va pas se laisser abattre comme ça. C'est ainsi que je suis devenue maire de cette région de Bamba-Biamboni et surtout d'Ikoni. Il ne faut pas oublier qui est une ville très conservatrice, une ville historique, mais qui aussi reconnaît la participation de la femme, parce qu'il y a beaucoup de traditions, de cultures qui ont honoré la femme ici, ce qui fait que la femme a quand même une très bonne place dans notre ville. Bon, d'abord, la gente féminine a été bien sûr très mobilisée et très satisfaite de cette élection. Et je me bats pour aussi parce que j'ai l'intention de mettre en place une cellule femmes conseillères municipales pour que nous puissions aussi créer des occasions pour les prochaines élections et que les femmes soient plus nombreuses parce que pour l'instant, le code électoral prévoyait 30% de femmes. Et ce n'était pas facile de les avoir. J'espère qu'au prochain, on aura 50% de femmes pour qu'il y ait plus de femmes dans les municipales parce que tout se décide ici, dans les régions, dans les collectivités. Lorsque les femmes, justement, s'impliquent davantage dans la gestion de la cité, pensez-vous que cela fasse basculer quelque peu l'équilibre privé, par exemple ? Je ne crois pas que ça fera basculer parce que toujours est-il que nous gardons toujours nos coutumes. Voyez, je crois que la place de la femme, aussi bien dans le foyer, ça restera toujours la femme, mais au niveau des affaires publiques, au niveau des affaires de l'État, elle peut aussi avoir sa place. Elle n'a jamais été, en tout cas pour le moment, je sais qu'il y a en tout cas c'est l'esprit de tout le monde, que la femme peut avoir aussi sa place sur l'échiquier politique, mais au niveau des foyers, c'est toujours madame. Vous voyez, donc ça, je sais que quand on reste sur ce niveau, il n'y aura pas de problème. Et là, je l'espère, que problème, il n'y en aura pas. L'intérêt de la décentralisation, monsieur le gouverneur, c'est en effet que chaque administré puisse se sentir au plus près des dirigeants pour leurs attentes, pour que leurs demandes soient prises en compte. Et on a constaté depuis quelques jours que nous sommes là une certaine accessibilité des personnes qui viennent vous voir pour poser leurs problèmes. Est-ce que c'est cela l'intérêt de la décentralisation, tant au niveau de l'Union qu'au niveau de l'île ? Effectivement, l'intérêt de la décentralisation, c'est ça, c'est qu'on essaie de faire de plus près la gestion des affaires de l'État. Donc, ce n'est pas parce que les gens viennent ici seulement. Je pense que c'est quand les gens aussi retrouvent aussi leurs besoins auprès des maires qui sont actuellement choisis par eux-mêmes. Donc, mais à ce niveau, je dirais que je m'en souviens que c'est depuis l'époque coloniale. Les colons ont essayé de mettre en place les communes. Mais l'île de Ngazidja a aussi lancé un chantier de construction des hôtels de ville. Aujourd'hui, nous avons déjà des hôtels de ville qui sont déjà achevés, d'autres qui sont en phase de démarrage. Et aussi, nous avons aussi des soutiens de l'extérieur parce que les premiers hôtels de ville, c'est sur fonds propres de l'île. Aujourd'hui, nous avons aussi le soutien du Japon, le soutien de l'Oman, sur 15 hôtels de ville aussi qui seront construits au niveau de l'île de Ngazidja. D'abord pour un grand Comorien, qu'est-ce qu'il a dans son cœur? Il a d'abord dans son esprit son village natal, sa famille, la région dont il est né, l'île et puis, comment dirais-je, le pays.
nous avons essayé d'abord de renforcer l'école publique. Et que, à partir de là, ce que nous avons essayé d'abord, puisque nous avons d'abord pris en charge les fournitures scolaires de tous les élèves de l'école primaire publique, près de 42 000 élèves aujourd'hui, ça fait presque 3 ans. Les résultats des examens, plus particulièrement de l'entrée en 6e, étaient au niveau de 18%. Cette année, nous sommes arrivés à 95%. Donc aussi au niveau de la mutuelle de santé, c'est les mêmes élèves de l'école primaire, c'est-à-dire du CP1 jusqu'au CM2, près de 42 000 élèves, ils sont actuellement mutualisés par le gouvernorat de Ngazidja. Donc nous avons une facture chaque mois que nous payons au profit de ces élèves. Donc tout ça, c'est pour essayer de donner un peu plus d'oxygène à l'école primaire, à l'école publique, pour encourager, bien sûr, les familles à faire scolariser leurs enfants, parce que vous savez qu'une famille qui n'aura pas les moyens d'acheter les fournitures, d'envoyer l'enfant à l'école, à l'hôpital, des fois il se dit pourquoi l'envoyer à l'école. Mais aujourd'hui, nous avons constaté que aussi bien le nombre d'élèves a augmenté dans ces établissements, mais aussi les résultats sont là. Chaque année, nous avons des résultats qui augmentent d'année en année. De 18% en 2011 jusqu'à 48% en 2012, jusqu'à près de 92% en 2013. L'année dernière, nous sommes arrivés à 95%. J'espère que l'année prochaine, ça sera à 100% ou plus, Inch'Allah. En fait, le gouverneur de l'île autonome de Ngazidja, M. Mouni Baraka Setsouali, s'approprie souvent des documents de planification et des rapports d'évaluation globaux et sectoriels de l'Union des Comores, notamment la stratégie de croissance accélérée pour le développement durable, le plan intérimaire de l'éducation, le rapport d'État sur le système éducatif national. Dans ce rapport, il a été dégagé un fort taux d'absence maladie des enfants, un faible taux de réussite, faible revenu des familles. Donc, c'est ainsi que le gouverneur a pris l'initiative de contribuer à l'amélioration de la qualité de l'éducation, donc il a mis en place un système de mutuelle de santé pour qu'on réduise les absences maladie. Le cible, c'est les enfants du primaire public uniquement. Dans cette mutuelle, la mutuelle a été formalisée par un contrat entre la Fédération nationale des mutuelles de santé aux Comores et le gouvernorat. Lequel contrat, le rôle et les missions sont bien définis et on a prévu des évaluations annuelles exceptionnelles. Pensez-vous, madame, que le grand public soit au courant de cette mutuelle de santé, comment cela fonctionne? Est-ce qu'il y a une démarche particulière pour vous assurer que les bénéficiaires, encore une fois, soient informés de l'existence de cette mutuelle de santé qui finalement est un dispositif nouveau? Oui, tout à fait. Parmi les activités préalables, c'est la sensibilisation des parents, les chefs d'établissement, les médecins-chefs et toute la communauté ont été sensibilisés à travers des cours, des séances, des campagnes de sensibilisation et à travers des séances de travail avec les centres de santé, les pharmacies et les établissements scolaires. Voulez-vous revenir sur le contenu de cette mutuelle de santé? Combien faut-il payer pour y avoir accès? Comment cela est-il... Ok, là il faut une carte d'adhérent gratuite. C'est gratuit, c'est à travers cette mutuelle qu'on a confectionné les cartes d'adhérents. Donc pour les prestations, hospitalisation c'est 100%, analyse hospitalisation c'est 50%, analyse au sein d'une hospitalisation 100%, radiographie 100%, consultation générale avec une franchise de 500 francs, c'est à peu près 1 euro. Oui. Et consultation dentaire, franchise de 500 francs, c'est toujours 1 euro. Et consultation pédiatrique aussi, une franchise de 500 euros. Et les médicaments, ça dépend parce qu'il y a des pharmacies privées conventionnées, il y a des pharmacies publiques conventionnées. Pour les pharmacies publiques conventionnées, c'est 100%. Les pharmacies conventionnées
privé, c'est 50%. Le gouvernorat de Ngazidja qui intervient beaucoup sur le matériel, l'appui, le personnel aussi, mais il y a aussi la diaspora comorienne qui intervient beaucoup sur l'appui de cette maternité ou bien du centre en entier, parce que je dirais franchement que grâce à la diaspora comorienne, particulièrement la diaspora de la région d'Itsandra, qu'on a pu ouvrir ce centre tout au début, et puis cette diaspora continue jusqu'à aujourd'hui à appuyer financièrement, matériellement et techniquement aussi. Vous avez vous-même par le passé été de la diaspora comorienne alors que vous étiez à l'époque en Côte d'Ivoire et vous en avez gardé d'ailleurs de bons réflexes puisque nous avons pu en tout cas rencontrer une équipe venue là-bas pour développer un partenariat. Voulez-vous relever ce point-là avant que nous parlions de la diaspora en soi désormais? Oui, aussi un grand merci pour la Côte d'Ivoire et pourquoi pas à tous les pays amis des Comores. Donc la Côte d'Ivoire, vous savez que ça fait partie des pays qui ont soutenu l'indépendance des Comores aux années 75. Je voudrais parler de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, de l'Algérie et bon nombre de pays qui ont soutenu au premier, en 75, l'indépendance des Comores. Donc moi étant ancien élève de ces pays-là, plus particulièrement de la Côte d'Ivoire, j'ai dû réchauffer ces relations. Nous avons des promotions qui rentrent à l'école nationale Félix Houphouët-Boigny, c'est l'une des meilleures écoles d'Afrique aujourd'hui. Vous avez vécu il y a 2 jours, nous venons d'organiser aussi un concours pour les nouveaux bacheliers, toujours pour leur permettre d'entrer dans cette école de Félix Houphouët-Boigny, une école technique, très technique. Donc nous comptons continuer sous cet élan avec la Côte d'Ivoire, mais pourquoi pas avec d'autres pays. Je viens de vous parler aussi de la mission que nous attendons de l'ENA, de l'École nationale d'administration, mais aussi d'autres missions que nous attendons. Aujourd'hui, nous avons le feu vert, et je le dis très bien à tous les téléspectateurs, à tous les étudiants comoriens, que nous avons le feu vert aujourd'hui du ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle de Côte d'Ivoire. Donc il y a près de 70 écoles en Côte d'Ivoire et toutes ces écoles-là sont ouvertes aux étudiants comoriens. C'est déjà des relations qui sont vraiment avec des résultats. C'est des relations que nous devons encourager et je crois aussi avec les autres pays donc, de la sous-région. Je ne peux pas les oublier parce que aussi bon nombre d'étudiants sont formés à Madagascar, etc. Donc en tout cas, tout ça, ça fait qu'il y a un espoir pour le développement de notre pays. Ce qui veut donc dire que la diaspora a une certaine énergie constructive, si on en revient à ce que vous avez évoqué. C'est ce que vous attendez de la diaspora comorienne aujourd'hui? J'attends de la diaspora comorienne, et lorsqu'on parle de la diaspora, vous savez madame, c'est toujours on revient à la France. Or, il y a plusieurs diasporas, parce que partout, les Comoriens y sont, mais on revient toujours à la France. Donc je dirais qu'au niveau de la diaspora comorienne, au-delà des efforts qu'ils font dans leur famille, au-delà des apports qu'ils portent à notre pays, je voudrais aussi que la diaspora comorienne rentre sur les affaires politiques, c'est-à-dire la voix de la diaspora sur la vie politique des Comores. Et c'est pour cela que notre proposition à nous, c'est que demain, parce que c'est passé l'Assemblée nationale, nous venons de l'élire, donc, mais que le prochain Assemblée, qu'il y ait des députés représentants de la diaspora, aussi bien de la diaspora vivant en France, mais aussi la diaspora des autres régions que nous le savons tous. Donc aussi demander à la diaspora, parce que nous le savons, ils viennent pour les affaires des familles, ils viennent pour... mais aussi leur demander, comment dirais-je, aussi d'apporter beaucoup plus les investissements. Parce qu'ils ont peut-être les moyens. Et ces moyens-là doivent être aussi axés ou bien dirigés sur des opérations qui apporteront aussi des solutions pour la vie de tous les Comoriens. Donc voilà ce que nous souhaiterons à la diaspora. Mais en tout cas, je sais qu'eux-mêmes, ils réfléchissent, ils disent que bon voilà, c'est leur pays, c'est notre pays à tous. Et nous espérons qu'ils vont tous aussi nous apporter des solutions. Il y a eu un grand pas, surtout dans ma région, parce que moi je suis élue à 64%. Ouais. Donc, et je trouve que beaucoup de personnes qui m'ont voté, ce sont les femmes. Ils se sont vraiment mobilisés pour moi. Cela veut-il dire que les femmes ont une attente particulière à l'endroit de la députée que vous êtes aujourd'hui? Oui, ils ont une attente particulière parce que
ils se sont dit que c'est la première fois qu'ils vont être représentés par une femme. Oui. Donc ils se disent que ben, maintenant on va changer, on va voir comment nous les femmes on peut nous mettre en valeur, on peut aller de l'avant. Donc pour moi c'est très important parce que je vais mettre tout ce que j'ai à mon pouvoir pour aider les femmes, surtout les femmes du pays, toutes les femmes. Je ne représente pas seulement la région, oui. Mais je suis élue au niveau de l'Union de Comores, je suis une représentante de la nation. Donc je vais accompagner les femmes, je vais les aider, je vais faire en sorte que les femmes fassent comme moi, qu'ils osent. Nous allons terminer cet entretien, Monsieur le Gouverneur, sur la question des perspectives. Vous avez là évoqué la diaspora que vous conviez à la prochaine Assemblée nationale. Alors entre aujourd'hui, vous lancez cet appel et cette prochaine Assemblée nationale, il y a aussi d'autres dates du calendrier politique. Quelles sont les perspectives d'après vous? Oui, comme je l'ai dit au début, cette émission tombe à un moment où nous sommes en phase du fin de mandat. Des gouverneurs et des présidents, mais aussi en préparation des prochaines élections. Je voudrais parler des élections de 2016 pour la présidence de l'Union et aussi pour le gouvernorat, les gouverneurs des îles. Donc nous avons comme point d'abord essayer de consolider la paix retrouvée. Parce qu'avant moi, les Comoriens le savent, avant moi, il y a eu pas mal de tiraillements entre gouverneurs et président de l'Union. Nous avons pu quand même stabiliser cette situation. Donc nous voulons que demain, que cette paix retrouvée, cette stabilité soit quand même consolidée. Mais aussi, pourquoi pas, jouer sur la cohésion nationale entre les îles, entre tout le monde, tous les Comoriens, qu'il y ait une cohésion. Mais je vois aussi l'aspect de la rigueur dans les affaires de l'État. Et là, je suis convaincu que tous les Comoriens ont tiré cette leçon qu'il n'y a pas de rigueur. Nous espérons que dans un état de droit, mais aussi de rigueur. Alors, tout ça, ça sera développé dans les prochains mois, parce que j'espère, je sais que les partis qui m'entourent sont en préparation, je l'ai dit très bien, le parti RDC, le parti RDR, ils se préparent pour présenter une candidature de 2016 aux élections présidentielles. J'espère que c'est cela, comme ils se préparent bien, très bien, mais aussi il y aura des points qui seront bien développés, mais je voudrais tout simplement citer ces 3 points. La cohésion nationale, la stabilité et aussi un état de droit, mais aussi la rigueur sur la gestion des affaires publiques. Voilà ces 3 points que je voudrais aussi apporter à ces partis pour qu'ils puissent aussi mettre sur, comment dirais-je, le programme qu'ils vont peut-être donner à tous les Comoriens dans les jours à venir. Un dernier point, pensez-vous que le reste du monde, l'Occident notamment, pourrait prendre leçon de ce modèle politique qu'est ce système de l'union et du gouvernorat? Effectivement, je crois que ça fait quand même s'il y a des choses aussi que nous espérons peut-être dans un prochain avenir revoir, notamment au niveau de la Constitution. Il y a certaines lectures qui doivent être peut-être bien clarifiées, mais je sais que ce système de tournante entre les îles, c'est quand même un esprit d'apaisement. Parce qu'on se dit que pourquoi déstabiliser alors que demain, je pourrais peut-être prendre le pouvoir dans des conditions à merveille. Donc je crois que c'est une expérience aussi à partager avec les autres pays. Je ne vais pas dire que ce n'est pas seulement l'Europe, pourquoi pas l'Afrique? C'est aussi les pays africains. Donc je pense que cette expérience, c'est une expérience qui est vraiment salutaire. Et je l'espère, comme je l'ai dit, que des révisions seront faites sur la Constitution. Parce qu'il y a certains endroits où les choses ne sont pas vraiment claires. Mais c'est comme ça, on est en cours de route. C'est fait presque 15 ans que l'expérience est mise pour tous les Comoriens. Je pense que la prochaine mandature, pour le prochain président, Inch'Allah, il mettra aussi à lecture la Constitution pour essayer de corriger, mais pas la tournante. La tournante, je crois que tout le monde l'accepte, du moins la majorité. Vous croyez à la collaboration sud-sud, monsieur le gouverneur? Effectivement, parce que je vous ai dit les résultats.
Je vous ai parlé des résultats entre nous et les autres pays d'Afrique que je viens de citer. Et puis, pourquoi pas, je pense que c'est toujours, comment dirais-je, c'est une proximité de négociation, une proximité de problèmes. Parce que culturel aussi, peut-être. Culturel aussi. Donc, je crois que c'est aussi dans cet endroit qu'il faut bien sûr renforcer. Et d'ailleurs, j'ai vu dans le programme aussi que c'est parmi les ambitions de ces deux parties que je viens de citer, qu'il faudrait aussi renforcer, au point de vue diplomatique, renforcer la coopération sud-sud. Merci beaucoup, monsieur le gouverneur, de nous avoir accordé cet entretien. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.